Ça me fait plaisir d'être là. Vous avez la chance d'avoir ma voix la plus rauque. J'ai un gros rhume, donc approchez-vous pas de moi, mais ça me fait plaisir de vous parler. Ça me fait plaisir aussi de présenter les résultats avec des collègues qui sont ici dans la salle, avec lesquels on travaille. Donc Malek est ici avec nous, puis il connaît très bien certains résultats, mais c'est toujours le fun d'avoir une réflexion collective sur les résultats qu'on présente. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de deux projets. Le projet Nutarat Salit Tranui Siarnihit Niri Tiunanut, ou on va l'appeler NQN. Ce que ça veut dire, cette appellation en Inuktitut, ça veut dire grossesse en santé avec les aliments locaux. C'est un nom qui a été donné par des sages-femmes. Je vais y revenir. Aussi le projet JESS, qui est un projet pilote sur les jeunes, l'environnement et la santé des Premières Nations. Juste pour revenir au contexte des aliments qu'on va appeler les aliments traditionnels ou les country food dans le contexte inuit, ou même les aliments locaux, ces aliments qui viennent de la mer, de la terre, des rivières, sont au cœur de la culture locale de plusieurs communautés, des Premières Nations, des Inuits. Le message essentiel avant de parler de contaminants, c'est qu'ils sont tous de qualité exceptionnelle, que ce soit en termes de gras, de qualité, riche en oméga 3, riche en vitamine D, et aussi de différents éléments essentiels, notamment le fer et le sélénium. Mais ces aliments-là, si je reprends les mots de mes collègues autochtones, sont des vrais aliments. Souvent, les Inuits vont dire « they're full of blood ». Ces aliments-là contiennent du sang. Mais aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils sont sans additifs alimentaires et contenant des contaminants qui peuvent provenir des emballages alimentaires. Donc, il faut toujours mettre les aliments traditionnels en perspective avec les aliments ultra transformés qui composent aussi l'alimentation, malheureusement, de nos jours en contexte autochtone. Puis, il y a certains contaminants qui peuvent s'accumuler dans les aliments traditionnels de par différents phénomènes, notamment les fameux contaminants organiques persistants qu'on appelle les POPs. Ceux-là peuvent voyager en Arctique. Ils sont émis dans différentes latitudes autour du monde. Ils voyagent en Arctique avec, entre autres, les courants atmosphériques, se déposent, puis s'accumulent dans la chaîne aquatique, notamment comme les BPC, dans les gras des mammifères marins. Le mercure, quant à lui, suit un peu les mêmes phénomènes, mais s'accumule notamment dans la chair, donc il se lie aux protéines, et dans les organes des espèces prédatrices, comme par exemple le beluga, on va juste en reparler prochainement. Et la problématique du plomb aussi, qui est présente en contexte autochtone, qui vient surtout des munitions de plomb. Juste pour faire un petit portrait, pour ceux qui sont moins familiers, un avec le Nunavik et deux avec les contaminants environnementaux, l'exposition au mercure au Nunavik suit un patron géographique un peu étonnant. En fait, ici, donc, on a le nord du Québec, avec trois grandes régions qu'on peut dire écologiques, l'est de la baie d'Hudson, le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava. Puis si on regarde le pourcentage de femmes avec des niveaux de mercure sanguin à partir de l'enquête de santé de 2004, on voit que, de façon générale, plus de 50% de nos femmes dans l'enquête de santé présentaient des niveaux élevés de mercure, alors qu'au Québec, pas au Québec, mais dans l'enquête canadienne de mesures de santé, c'est 2%. Donc, une différence majeure d'exposition, mais aussi une grande différence au niveau régional. À l'époque, avec Éric Dewally, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui mange de particulier dans le détroit d'Hudson? Le détroit d'Hudson sont une région privilégiée pour la chasse aux belugas. Parce que les belugas migrent de la terre de Baffin, passent par le détroit d'Hudson pour passer l'été dans la baie d'Hudson. Donc, les belugas sont principalement chassés dans le détroit d'Hudson. Toutefois, dans cette même région-là du détroit d'Hudson, les barres en bleu ici, oui, le mercure est élevé, mais aussi toutes les bonnes choses qui viennent des aliments traditionnels sont plus élevées dans ce même détroit-là, ce qui complique un peu nos interventions de santé publique, comme par exemple les oméga 3 ou le sélénium. Ici, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu petit, je vais vous les lire. En fait, nos 4 grandes premières barres rouges, c'est-à-dire nos aliments qui sont très élevés en mercure, basés selon les résultats du Centre de recherche de Makivik, sont la chair de beluga. Mais comme le mercure se lie aux protéines, lorsqu'on sèche la viande, qui est une méthode traditionnelle qu'on appelle le beluga nikuk, on concentre de 4 les niveaux de mercure. Donc, la viande de beluga qui est aux alentours de 1 microgramme par gramme, ce qu'on considère très élevé, passe à 4 lorsqu'il est séché.
Le foie de phoque peut être également considérablement élevé en mercure, ainsi que la truite grise, qui est un poisson d'eau douce, mais qui est un grand prédateur. Toutefois, par exemple, le beluga mactac, je vais vous expliquer c'est quoi, est aussi très élevé en sélénium, en plein d'autres bonnes choses. Le mactac, c'est la peau du beluga, avec une petite couche de gras. C'est une délicatie inuit. Les Inuits en raffolent, donc ça fait vraiment partie de l'alimentation des Inuits. Et par exemple, la viande de morse qui est elle aussi élevée en sélénium. Donc, en combinant les données de l'enquête de santé de 2004 qui a eu lieu au Nunavik avec les données de mercure dans les aliments, ce qu'on se rend compte, c'est que, ça ici, c'est les données pour le détroit du Tson. Alors que le mactac, la fameuse peau de beluga, est consommée assez fréquemment. Ça ici, c'est les fréquences de consommation. Donc, le mactac se retrouve parmi les plus élevés. Puis, il contribue à près de la moitié de l'apport en sélénium. La viande de beluga, elle, et comme le nikook, qui sont beaucoup moins consommés, contribue à plus de 2/3 de l'apport alimentaire en méthylmercure. Parmi les effets de santé qui ont été associés à l'exposition au mercure au Nunavik, ça ici, c'est pas les effets qui peuvent être tous les effets qui peuvent être associés au mercure, c'est bien les effets qui ont été documentés au Nunavik. Par exemple, on n'a pas regardé les effets neurotoxiques chez les adultes. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on les a pas étudiés. Mais ici, c'est les résultats rassemblés de l'enquête de la cohorte mère-enfant qui a été parrainée par Gina McCall et Pierre Ayotte à l'Université Laval. L'exposition prénatale a été associée à une série d'effets, qu'ils soient cognitifs, mais aussi au niveau du temps de grossesse, des performances intellectuelles, même du trouble de TDAH, le type inattentif. Et l'exposition postnatale a été associée à une altération des fonctions motrices des enfants plus tard à l'âge scolaire et même une diminution de la fréquence cardiaque, qui est un indicateur pour des troubles cardiovasculaires plus tard à la vie adulte. Puis effectivement, dans le cadre de l'enquête de santé en 2004, on a observé une association entre l'exposition au mercure et une augmentation de la pression sanguine, une diminution de la variabilité cardiaque, il y a une erreur dans ma traduction, puis une diminution de l'efficacité de l'enzyme PON1 qui est importante pour diminuer les effets du stress oxydatif en lien avec l'artérosclérose. Il y a eu plusieurs projets de recherche au Nunavik depuis les années 90. Éric a été parmi les premiers à documenter une exposition élevée. Éric de Wally, qui est mon mentor, qui est maintenant décédé, qui est un de mes grands mentors, puis qui a documenté les premières expositions élevées aux contaminants organochlorés ainsi qu'au BPC dans le lait maternel des femmes inuites. Puis il y a eu toute une série d'enquêtes qui ont suivi en 92. L'enquête de Gina Moko de la cohorte mère-enfant qui a été mise en place en 96. L'enquête de santé en 2004 et différentes activités de biosurveillance chez les femmes enceintes qui ont suivi. Puis ces données-là ont permis, entre autres, ont supporté la mise en œuvre de la Convention de Stockholm qui a banni l'utilisation et les émissions de plusieurs contaminants organiques persistants. On va y revenir. Mais ce que ça a eu comme effet, notamment, c'est de diminuer l'exposition environnementale, les niveaux environnementaux de BPC, qui se reflètent dans le sang des femmes enceintes, notamment une diminution de près de 77 entre 92 et 2013 pour ce qui est du BPC 153. En 2017, on s'est dit, c'est quand même impressionnant, on a fait l'effort de calculer le nombre de participants qu'il y a eu, d'Inuits qui ont participé à la recherche. Il y a près de 3000 Inuits depuis 1992 qui ont participé au projet de recherche et on en oublie certainement. Ici, on parle de la recherche en lien avec les contaminants. Donc, au Nunavik, il y a une population de un peu moins de 14 000 habitants. Donc, ça représente une proportion importante. Puis, avant l'enquête de santé qui a eu lieu en 2017, on a pris le temps d'écrire une lettre ouverte pour dire merci. Parce que c'est grâce à vous, notamment, qu'on a pu mettre en place, c'est grâce à les données qui sont générées au Nunavik qu'on a mis en place la Convention de Stockholm. Donc, on a réussi à protéger des femmes enceintes, oui, au Nunavik, mais partout ailleurs dans le monde. Par rapport, là, je reviens avec mes données de mercure, puis les niveaux élevés de beluga, de mercure dans le beluga. En 2011, il y a eu une recommandation qui a été mise basée sur les résultats que je vous ai présentés pour inviter les femmes à réduire leur consommation de beluga durant la grossesse et même avant la grossesse. Toutefois, même si notre exposition au mercure a considérablement diminué depuis 1992, en 2012-2013, les 2 dernières années de projets qui ont été leadés par Éric de Wally,
plus du tiers des femmes enceintes présentaient toujours des niveaux élevés de mercure. À partir de ça, avec des collègues de la santé publique du Nunavik, de la Société Makivik, du Centre de recherche de Makivik à Kuujjuaq, de l'Université de Trent et d'autres collègues aux États-Unis, on a mis en place un nouveau projet de recherche pour continuer les activités de biosurveillance qui étaient portées par Éric Dewally et Pierre Ayotte. Puis aussi de développer un volet sur mieux comprendre les enjeux avec la communication. Comment ça se fait que les recommandations de santé qui sont mises en place ne sont pas si efficaces pour diminuer l'exposition aux contaminants. Aujourd'hui, je vais seulement vous parler de la première partie et des données de 2016-2017. Pour votre information, on prévoit continuer les activités de surveillance l'année prochaine. Bref, dans le prochain cycle de financement. Ça ici, c'est le beau logo qu'on a développé avec une artiste de Kuujjuaq qui s'appelle Ulayu Pilurtut. Puis, un poisson emblème au Nunavik, entre autres, c'est l'ombre de l'Arctique. Donc, on a décidé d'illustrer, qui est un poisson qui est faible en contaminants, puis qui est souvent même distribué aux femmes enceintes pendant la grossesse. Puis, les sages-femmes nous ont demandé aussi d'illustrer le ptarmigan. Le ptarmigan, c'est du lagopède, c'est comme une perdrix du Nord, qui est souvent recommandé par les femmes enceintes durant la grossesse et qui est de bonne nouvelle, très faible en mercure. Pour ce qui est de l'étude de biosurveillance en tant que telle, on a recruté des femmes enceintes, idéalement au premier trimestre, mais comme c'était très difficile, on a recruté à l'ensemble des trimestres pour mesurer les contaminants les plus vieux, ce qu'on appelle aussi les legacy pops, les vieux contaminants organiques, mais aussi les plus récents, pour continuer à documenter les tendances annuelles. On a aussi mesuré dans le sang et dans les cheveux les niveaux de mercure pour mesurer, encore une fois, les tendances annuelles, mais aussi essayer de mieux comprendre quelles sont les sources locales de mercure chez les femmes enceintes, parce que l'enquête de santé de Hanwipita était chez l'ensemble des femmes, pas spécifiquement sur les femmes enceintes, puis il nous manquait quelques données pour ce qui est de la truite grise. Parce que dans le questionnaire de 2004, on n'avait pas d'informations sur la consommation de truite grise. Donc, on ne pouvait pas dire est-ce que ça contribue de façon si importante. On savait que ce n'était pas le plus consommé, mais on voulait savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut contribuer à l'exposition. Puis aussi, on a mesuré l'exposition au plomb, on a évalué l'anémie, puis les questionnaires, différents questionnaires pour compléter l'étude. On a réussi entre octobre 2016 et mars 2017 à recruter 97 femmes sur un total de 230 femmes enceintes, ce qui représente un taux de participation d'environ 42 %. Toutefois, il faut être prudent. Ces données-là ce n'est pas un échantillonnage aléatoire. Déjà, de réussir à recruter des femmes enceintes, on était fort heureux. Ça nous présentait un grand défi. On a eu bien de la misère entre octobre et décembre à recruter. Donc, la majorité de nos femmes ont été recrutées entre janvier et mars 2017. Puis, on a à peu près un nombre équivalent dans les 3 différentes régions du Nunavik. Maintenant, quelques résultats. Donc, tantôt, je vous ai dit que l'exposition au BPC avait diminué de 77 %. En fait, la tendance continue. On est maintenant rendu à une diminution de près de 83 %. Le BPC 153 est le plus prévalent. Donc, la même tendance suit pour toute la majorité des autres BPC qui ont été étudiés. Puis, on voit que la tendance continue, entre autres, suite à la Convention de Stockholm. Et dans les dernières années, on a aussi montré une diminution importante des BPC dans la faune en Arctique. Donc, ce qui nous montre un peu que différentes actions au niveau international sont certainement les plus efficaces, que ce soit par les conventions internationales, par les actions au fédéral pour diminuer l'exposition aux contaminants. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même une diminution de la consommation d'aliments traditionnels au sein de cette même période-là. Pour ce qui est du PBDE, le PBDE, c'est un des vieux retardateurs de flamme qui était utilisé à l'époque. Il a été inclus dans la Convention de Stockholm en 2004 également. Puis, on observe aussi une grande diminution depuis 2004, depuis la Convention de Stockholm, même que de nos jours, il n'est pas détecté chez la majorité de nos femmes enceintes. Ce qu'on voit, les petits carrés bleus ici, là, ça indique que c'est sous la limite de détection pour la plupart de nos participantes de nos jours. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Même chose, le plomb sanguin continue à diminuer fortement. Et malgré cela, on retrouve toujours un 5 % de nos femmes qui présentent des niveaux de plomb au-delà de la valeur la plus récente recommandée par Santé Canada. Je vois Maryse faire... effectivement, au Nunavik, on retrouve toujours des gens avec des expositions élevées au plomb, beaucoup plus élevées qu'on va retrouver ailleurs au pays.
essentiellement à cause des munitions. Et effectivement, les principales réglementations par le provincial et le fédéral ont été mises en œuvre en 99 dans le sud du Québec. Et le Nunavik a volontairement aussi mis en place une interdiction pour réduire l'utilisation de la grenaille en plomb. Toutefois, elle est toujours utilisée parce que les chasseurs aiment mieux la grenaille en plomb que la grenaille en acier, qui la remplace de nos jours parce qu'elle est mieux précise, puis elle, comme on dirait les chasseurs, ça tue mieux. D'un autre côté aussi, c'est pas le seul enjeu. Il y a aussi les balles en plomb. Les balles en plomb, elles, pour ceux qui chassent, les balles en plomb, c'est un projectile unique. Quand il pénètre l'animal, il libère des fragments. Puis si on n'enlève pas suffisamment de chair autour du canal d'impact de la balle, on peut retrouver des fragments de plomb dans la viande de chasse, puis éventuellement contaminer les personnes qui la consomment. Puis un bel exemple, c'est que de nos jours, chez les aînés au Nunavik, quand ils font des radiographies, c'est commun de trouver des billes de plomb dans la vésicule biliaire, entre autres. Là. Donc, la consommation de viande, elle est très importante aussi. Puis il faut se rappeler que les aliments traditionnels, c'est plein de bonnes choses, donc c'est jamais simple. Mais il y a plusieurs actions qui sont actuellement mises en place au Nunavik pour diminuer l'exposition au plomb. Même chose pour le mercure. On a eu une grande diminution, encore une fois. En 2017, 23% de nos femmes présentaient des niveaux élevés de mercure, puis on avait 3 participantes qui avaient des niveaux au-delà de 20 microgrammes par litre. Donc, c'est vraiment plus élevé que ce qu'on retrouve ailleurs, encore une fois. La Convention de Minamata a été ratifiée en 2017, à l'automne 2017, ce qui signifie que la diminution de mercure ici a plus de chances d'être attribuable à une diminution de la consommation d'aliments traditionnels qu'à une diminution du mercure dans les aliments traditionnels, parce qu'en Arctique, les niveaux sont demeurés les mêmes, même que dans l'ouest de l'Arctique, les niveaux de mercure ont tendance à augmenter, parce qu'ils sont près des grands pays asiatiques qui sont présentement dans un boom économique et où les régulations quant à l'utilisation des industries au charbon, la principale source de mercure, est toujours déficiente. Ça ici, on a utilisé une bonne vieille technique qu'on utilisait en Amazonie brésilienne à l'époque avec Donna Mergler. On a réalisé des analyses de mercure dans les cheveux. On coupe à la base du scalp, puis on analyse le mercure par centimètre. On retourne dans le temps, sachant que les cheveux poussent environ 1 centimètre par mois. Puis ensuite, maintenant ici, je vous ai simplifié la figure, mais on a regroupé nos participantes selon leur région à laquelle elles appartiennent. Étonnamment, on trouve un peu la même histoire que ce que je vous ai présenté au début. Tout d'abord, l'exposition au mercure est beaucoup plus basse entre janvier et avril. Il y a peu d'aliments traditionnels qui sont consommés lorsque on est dans le plein hiver en Arctique. Ils sont plus difficilement accessibles ou souvent même pas disponibles. Donc, effectivement, les niveaux de mercure sont beaucoup plus bas. Même chose en octobre, novembre et décembre. Rappelez-vous qu'on a recruté nos femmes dans ces périodes-ci, entre octobre et mars. Donc, c'est possible que notre 23% de femmes enceintes avec des niveaux élevés soient sous-estimés. Du moins, si on veut avoir une perspective sur une base annuelle. Parce que entre mai et octobre, c'est là que tout se joue. L'exposition est beaucoup plus élevée parce que, entre autres, c'est là qu'on va chasser le beluga. La période de chasse de beluga, il y en a 2. C'est entre la période de mai à juin et ensuite de septembre à octobre, malgré qu'avec les changements climatiques, ça a tendance à être un petit peu plus décalé dans le temps. Et encore une fois, comme je vous ai dit, nos participantes qui venaient du détroit du Thon présentaient des niveaux beaucoup plus élevés dans ces mois-là parce que c'est là qu'il en est consommé davantage. On a fait des analyses approfondies avec les questionnaires. Je vous épargne les détails, mais en gros, nos résultats nous montrent que non, la truite grise ne joue pas tant que ça. En effet, c'est bel et bien la viande de beluga qui serait la principale source d'exposition au mercure dans ce contexte-ci. Bonne nouvelle, nos recommandations tiennent la route. Encore là, est-ce que les recommandations sont efficaces? Ça, c'est une autre chose. Ici, je vous amène sur une autre histoire. Pour ceux qui connaissent les composés perfluorés, les composés perfluorés sont des molécules très utiles à notre vie quotidienne. C'est des molécules qui empêchent de coller, c'est des molécules qui rendent les produits imperméables. Donc, on les retrouve dans une multitude de produits. Ils sont aussi utilisés comme plastifiants pour solidifier des structures de plastique. Le PFOS, qui était la molécule la plus vieille, a été incluse dans la Convention de Stockholm en 2004 et effectivement, on observe une grande diminution des niveaux jusqu'à récemment. Toutefois,
Les molécules les plus récentes, comme le PFNA, le PFOS est une molécule à 8 carbone, le PFNA est une molécule à 9 carbone. L'industrie chimique, elle est ratoureuse, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais l'industrie chimique a tendance à remplacer les molécules qui ont été bannies par des nouvelles, et effectivement, on voit une augmentation légère, mais tout de même soutenue, pour le PFNA et les autres que je vous ai pas montrés, le PFDA, le PFUNDA, qui sont les molécules à 10 et 11 carbone. Encore là, c'est celles qu'on peut mesurer actuellement parce que c'est celles pour lesquelles on a des techniques analytiques disponibles. Il y a toute une série de nouveaux composés perfluorés plus courts ou même plus longs, je ne sais pas, mais plus courts, qui sont maintenant sur le marché, mais pour lesquels on n'a pas de méthode analytique disponible. Juste à fin de comparaison, les niveaux qu'on retrouve en Arctique actuellement chez les femmes enceintes sont aux alentours de 2,5 microgrammes par litre dans le sérum, alors que dans l'enquête canadienne de santé, à peu près, même en 2012, les niveaux étaient plus bas que ce qu'on retrouvait déjà au Nunavik. Les contaminants perfluorés voyagent également en Arctique pour s'accumuler, possiblement dans la chaîne marine aquatique. En 2016, il y a eu la modification du règlement sur les substances toxiques pour inclure les plus récents composés perfluorés. Toutefois, cette réglementation-là n'est seulement qu'au Canada. Je vais revenir avec ça plus tard. Donc, l'effet saillant de l'enquête chez les femmes enceintes, la majorité des contaminants organiques persistants diminuent, mais certains plus récents composés perfluorés augmentent. On peut se poser la question si ça ne serait pas le cas pour des molécules encore plus récentes. On a d'importantes variations, non seulement mensuelles, mais aussi régionales, comme je vous l'avais montré, de l'exposition au mercure. De mai à septembre, c'est là où l'exposition est la plus élevée, et surtout dans certaines régions spécifiques. Ça ici, c'est que oui, c'est important à comprendre au Nunavik, mais dans l'ensemble des populations avec lesquelles on travaille, le message à retenir, c'est qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation traditionnelle. Quels sont les mois où l'alimentation traditionnelle est au cœur des habitudes des gens? Et c'est à ce moment-là, idéalement, qu'on veut faire les études de biosurveillance pour le mercure, car il a une demi-vie assez courte, d'environ 3 mois. Donc, si on va plus tard dans l'année, on peut passer à côté, ou du moins, il faut aller à deux saisons. Dans notre enquête en 2017, on avait 23% des femmes qui avaient des niveaux élevés de mercure, et c'est fort possible qu'on ait sous-estimé si on veut avoir une bonne idée sur une base annuelle. Puis, les grandes enquêtes de biosurveillance dans les pays circumpolaires sont souvent faites un peu n'importe quand pendant l'année, mais ce qui ça soulève l'importance de dire quand est-ce que vous avez fait votre collecte de données pour être bien ancré avec l'exposition et la problématique régionale. Il existe toujours des niveaux élevés d'exposition au plomb au Nunavik. Puis, l'ensemble de ces données-là sont non seulement utilisées pour évaluer l'efficacité des conventions internationales. Je fais partie du groupe AMAP, Arctic Monitoring Assessment Program, avec des chercheurs circumpolaires, dans lequel on produit des rapports qui sont ensuite utilisés par différents acteurs importants comme Inuit Circumpolar Council, qui sont utilisés pour aller agir, faire du lobby au niveau des conventions. On espère que nos données sur le PFNA vont être entre autres utilisées pour que le Canada nomine le PFNA pour l'inclusion dans la Convention de Stockholm. Mais à mon grand bonheur, ces résultats-là sont aussi utilisés pour mettre en place différentes lignes directrices. Je suis en contact régulier avec la santé publique. On travaille étroitement ensemble. Puis présentement, on a fait une demande de subvention pour qu'on puisse maintenant implanter l'évaluation de l'exposition aux contaminants dans le suivi de grossesse directement. Donc, ce qui veut dire que dès le début de la grossesse, sachant que le mercure a une demi-vie assez courte, on pourrait mettre en place des recommandations systématiques, si nécessaire, chez les femmes qui présentent des niveaux élevés. Ça ici, c'est un exemple des algorithmes cliniques qui ont été basés en partie sur les résultats. Ça ici, c'est les documents qui ont été mis à jour pour récemment, l'été dernier, basés en grande partie sur les résultats de nos projets, mais aussi des analyses qui ont été faites par nos partenaires en Arctique. Si vous voulez ces documents-là, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de vous les partager, si la santé publique me donne l'autorisation. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième projet. Ce projet-là a été réalisé à partir de 2014. Encore une fois, c'était Éric Dewally qui devait leader le projet. Il nous a quittés prématurément. J'ai hérité du projet.
C'est une belle opportunité pour apprendre rapidement. Je venais tout juste de commencer mon emploi comme professeur. C'est un projet pilote qui a été réalisé dans différentes communautés au Québec, qui vise les enfants et qui a impliqué plusieurs partenaires de différentes régions au Québec. Pourquoi est-ce que le projet Just Yeah? On a essayé de trouver un nom cool parce qu'on travaille avec des enfants. Puis j'avais mon infirmière de recherche, c'est aussi une artiste de cirque. Donc, on a eu bien du plaisir à essayer d'être un petit peu coloré. Pourquoi cette enquête-là? C'est qu'il y a eu l'équivalent de l'enquête canadienne de mesures de santé, qu'on appelle souvent CHMS ou le CMS, n'implique pas de communautés autochtones. Donc, à l'époque, en 2011, il y a eu une étude qu'on appelle l'initiative de biosurveillance des Premières Nations, qui a eu lieu dans plusieurs communautés chez les adultes, de 19 à 99 ans, et qui visait essentiellement l'exposition aux contaminants environnementaux. Au Nunavik, il y a eu plusieurs projets de recherche, comme je vous l'ai présenté, et même chose dans le contexte Eeyou-Ishti, c'est le territoire Cri au nord du Québec. Il y a aussi une enquête de santé qui a eu lieu tant chez les enfants que les adultes dans les années 2000. Alors qu'il y a vraiment peu de données chez les autres communautés des Premières Nations au Québec et encore moins chez les enfants jusqu'à tout récemment, car il y a eu l'enquête First Nation Food Nutrition Environment Study qui a eu lieu au Québec il y a deux ans. Donc, pourquoi les enfants? Pourquoi les Premières Nations? Premièrement, les Premières Nations sont souvent en lien plus étroit avec leur environnement, de par leur alimentation, entre autres, et leurs différentes activités sur le territoire. Souvent, les jeunes et les enfants sont aussi plus exposés parce qu'ils vont jouer sur le sol, ils peuvent même se mettre des billes de plomb dans la bouche. Donc, il y a toutes sortes d'activités que les enfants font qui les amènent à être plus exposés, mais aussi parce qu'ils sont en développement. Que ce soit dans la petite enfance ou même à l'adolescence, ils sont souvent jugés plus sensibles parce que l'organisme est en développement. Surtout leur cerveau aussi est en développement, ce qui les rend d'autant plus vulnérables aux contaminants. Puis, pourquoi le projet pilote? C'est qu'on est maintenant à l'étape de préparer une enquête pan-canadienne, un peu comme l'équivalent de l'initiative de biosurveillance, pour la réaliser à l'échelle du pays. Nos partenaires dans le projet, ici, c'est petit, mais on a voyagé le Québec, pour ne pas dire de bout en bout. On a travaillé en collaboration avec les communautés de Nutashquan et la Romaine sur la Basse-Côte-Nord. C'est des paysages exceptionnels. Et aussi avec les communautés de Lac-Simon et Winaway en Abitibi-Témiscamingue. Nos principaux participants, c'était nos enfants de 3 à 19 ans. On a fait toutes sortes d'activités dans les communautés. Ici, ça, c'était à Winaway. On a fait des concours de logos avec nos jeunes. Dans le cadre du projet, on a mesuré l'exposition à 88 contaminants environnementaux, le plus possible pour être similaire à l'enquête canadienne de mesures de santé. Mais je suis allée voir Santé Canada en leur disant, tant qu'à prendre des échantillons biologiques, c'est déjà assez difficile de piquer des jeunes enfants. Est-ce qu'on peut faire d'autres mesures dans nos échantillons sanguins? On a réussi à obtenir du financement pour évaluer le statut nutritionnel et les différents indicateurs de santé en lien avec l'alimentation, notamment l'anémie et le diabète. Puis aussi, on a documenté toute une autre série de déterminants de la santé, que ce soit l'alimentation, les conditions de logement ou la sécurité alimentaire. Pour ce qui est du design de cette enquête-là pilote, on a travaillé avec un échantillon de 198 participants. Je vais aller un petit peu plus vite. Sinon, posez-moi des questions, on va revenir sur les résultats. Dans 4 communautés, malheureusement, pour différentes raisons qui appartiennent au contexte de travailler chez les Premières Nations, on a dû accepter quelques participants volontaires à cause que le temps était limité, on était éloignés, mais on a quand même respecté les distributions d'âge et de sexe selon la population de base. On a collecté des mesures anthropométriques, des échantillons biologiques et des questionnaires en 2015. On a ensuite toutes les analyses ont été faites en grande partie à l'INSPQ, au Centre de toxicologie du Québec. Et ensuite, on a réalisé une série d'analyses descriptives pour produire un rapport gigantesque avec toutes les données de base, puis ensuite faire des analyses plus approfondies dans le cadre de différents petits projets. Dans le contexte des Premières Nations, les niveaux de mercure chez les enfants, de mercure, de plomb et de cadmium étaient relativement bas, beaucoup plus bas que ce qu'on retrouve au Nunavik.
On avait quelques enfants qui dépassaient les valeurs recommandées, comme 2 enfants avec des niveaux élevés, des niveaux légèrement au-dessus de, on a des enfants à 10, là, légèrement au-dessus de 8 microgrammes par litre. Un enfant avec des niveaux de plomb légèrement élevés, mais rien qui ressortait aussi fortement qu'au Nunavik. Toutefois, les niveaux qu'on observait étaient quand même plus élevés que ce qui était rapporté dans l'enquête canadienne de mesures de santé. Pour ce qui est des vieux BPC, comme les POPs, les Legacy POPs, ils étaient tous pour la plupart non détectés, donc c'est des bonnes nouvelles. Même chose pour les PBDE que je vous ai parlé plus tôt, ou les PFOS, qui étaient pour la plupart relativement équivalents ou même plus bas que l'enquête canadienne de santé. Puis on a mesuré toute une autre série de métaux et de contaminants plus connus qui étaient aussi très bas. Toutefois, on a observé, comme au Nunavik, des niveaux très élevés de PFNA, le fameux 9 carbone. Les données de comparaison étaient disponibles seulement pour l'enquête canadienne de santé du cycle 2, c'est-à-dire en 2007-2011. Rappelez-vous que notre enquête a été faite en 2015 et qu'entre-temps, c'est fort possible qu'il y ait eu des changements au niveau de l'utilisation des contaminants dans les produits de consommation. Donc, ici, ça, c'est les résultats pour nos enfants de 12 à 19 ans. Toutefois, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a nos participants en bleu sont nos participants des communautés Innu, Basse-Côte-Nord. Nos participants en rouge sont nos participants qui viennent des communautés Anishinaabe, de l'Abitibi-Témiscamingue. D'habitude, les contaminants, ça suit une augmentation avec l'âge parce que ça s'accumule dans le corps. Étonnamment, on a observé une exposition en U qui était plus élevée chez nos 6 à 11 ans. Vous pouvez me croire, on s'est cassé la tête, on a fait vérifier l'eau. On a regardé tous les produits chimiques qui étaient utilisés, notamment dans l'école primaire. Pour essayer de comprendre, on n'a rien trouvé. Chez nos enfants de 6 à 11 ans, c'est très près de 10 fois plus élevé que ce qu'on retrouve dans l'enquête canadienne de mesures de santé. Encore une fois, là, les données de CHMS ne sont pas si récentes. Ils vont les mesurer dans le cycle actuel. Notre dernière hypothèse, c'était les fameuses... c'est certain, il y a une exception pour l'utilisation des composés perfluorés actuellement dans la réglementation. C'est pour certains foams, des mousses qui sont utilisées pour combattre les feux qui impliquent du pétrole. On a jasé avec nos partenaires dans les communautés Anishinaabe et ils nous ont dit il n'y a pas eu de feu qui impliquait du pétrole. Il y a régulièrement des feux, mais on n'a pas utilisé ces instincteurs-là. Notre dernière hypothèse, jusqu'à date, on va essayer de la creuser, c'est que c'est possible que certains contaminants qui se retrouvent dans des plastiques qui sont utilisés en Asie. Ces beaux petits matelas-là sont souvent faits de matériaux recyclés en provenance d'Asie. Et ça serait fort possible qu'on retrouve des contaminants, entre autres élevés, de certains composés perfluorés dans nos matelas. On poursuivra l'histoire la prochaine fois. Présentement, on essaie de trouver du financement pour aller faire des analyses de poussière dans les communautés. Avec Élise Caron-Baudouin, qui est ici avec nous aujourd'hui, on a réalisé des analyses statistiques pour voir est-ce qu'il y avait des associations, c'est une étude transversale, entre les mesures d'hormones thyroïdiennes chez les enfants et les PFNA. Et en effet, on a observé une association significative avec la T4 libre. C'est important de mentionner qu'on avait quand même peu d'enfants avec des niveaux anormaux. Donc, le spectre des niveaux de T4 était quand même, pour la plupart, les enfants avaient des niveaux normaux, mais on avait une association positive avec les PFNA. Pour ce qui est des autres contaminants émergents, on a observé des niveaux élevés de 2,5-dichlorophénol. Qu'est-ce que c'est? C'est un contaminant qui vient, entre autres, des boulamites. On s'est rendu compte que dans certaines écoles, ils utilisaient des boulamites que nos concierges ont, bonne nouvelle, retirés, mais les enfants pouvaient les ingérer. Ça ressemble à des petits bonbons qui se subliment. C'est souvent utilisé dans les camps de chasse. On a observé aussi des niveaux élevés de bisphénol A, de phtalate de monobenzyle et de diéthylphosphate. Les bisphénols et les phtalates de monobenzyle étaient aussi également élevés chez les Premières Nations, chez les adultes dans l'enquête pan-canadienne. Juste pour faire un petit portrait rapide de l'alimentation, alors que les aliments traditionnels, tant en Abitibi-Témiscamingue que sur la Côte-Nord, occupent une petite place, mais une place quand même régulière dans l'alimentation des jeunes, l'alimentation transformée, que ce soit les viandes transformées, les sucreries ou les aliments canelottes, c'est-à-dire chips, poutine et aliments de la même catégorie, représentaient près du tiers de l'alimentation des jeunes. Même chose pour ce qui est de l'eau. Le jus
qu'il soit du jus en poudre, du jus en carton ou bien du jus en boîte, était quasiment plus élevé, était même plus élevé que la consommation d'eau. Je vais passer le manganèse, au pire, Élise, on reviendra plus tard. Ce qui est important, c'est qu'on a vu que des niveaux élevés de manganèse étaient associés à une déficience importante, de la déficience en fer. On a trouvé près de 20 de déficience en fer dans nos communautés et une anémie qui y était associée, surtout chez les jeunes femmes qui est à la période de la puberté. Puis aussi, ce qui est un peu choquant, c'est que chez nos communautés Innu, on trouve une prévalence très importante de l'obésité et du surpoids. Près de 84 de nos jeunes étaient en condition de surpoids et ça se reflète dans nos résultats en lien avec le diabète, surtout chez nos communautés Innu. En résumé, c'est une étude qui présente des limites. C'est pas 100% aléatoire, mais c'est l'une des premières études chez les jeunes et les enfants des Premières Nations. L'exposition aux contaminants et le profil d'exposition aux contaminants est différent de ce qu'on retrouve en Arctique. Ou même peut-être qu'en Arctique, on retrouve les deux. C'est que souvent, les bisphénols ne sont pas mesurés. Mais en fait, il y a toute une série de nouveaux contaminants qui émergent, qui viennent entre autres de l'alimentation qui change, qui sont associés aussi à une déficience à fer et possiblement même aussi des emballages alimentaires qui se retrouvent dans les aliments transformés et qui sont aussi connus comme des perturbateurs endocriniens, donc qui pourraient être associés, entre autres, aux prévalences importantes d'obésité et de diabète qu'on retrouve dans les contaminants. Puis, mon petit message pour terminer pour ce projet-là, c'est ça met en lumière l'importance de comprendre les déterminants d'une alimentation saine, d'une alimentation qui fait la promotion des aliments locaux, des aliments qui soient cultivés ou même chassés ou pêchés, d'amener les enfants à connaître comment aller les chercher pour que dans le futur, ils puissent le transmettre à leurs enfants. Donc, ça fait le tour. Ça, c'est comment on a réalisé le projet dans les communautés. On est un petit peu humoristique. Ça, c'est des activités qu'on a faites aussi, par exemple, à Wendake, pour faire la promotion des munitions sans plomb. Même si les niveaux de plomb n'étaient pas si élevés, à chaque parent, quand on leur a retourné les résultats, on leur expliquait d'où pouvait provenir le plomb et l'importance des munitions sans plomb. Puis là, maintenant, on prépare avec Malek la suite de cette belle enquête qui va avoir lieu à l'échelle pan-canadienne sur 10 ans dans les 7 provinces canadiennes. Donc, dans lequel on va inclure, oui, les contaminants, mais aussi les environnements alimentaires, les conditions de logement, la qualité de l'air et toute une série d'activités de mobilisation des jeunes avec Trina Delormier de l'Université McGill. Donc, je vais couper ici. Merci.